Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons l'écrivain Frédéric Paulin, auteur de romans noirs. L'écrivain nous plonge par le biais de la fiction dans l'histoire contemporaine, des sources du djihadisme aux attentats de 2001. Vous revenez dans votre dernier roman, La nuit tombée sur nos âmes, sur le contre-sommet altermondialiste du G8 à Gênes. Comme à chaque fois, votre plume s'empare de récits violents avec un réalisme saisissant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Frédéric Paulin. Alors ce matin, vous nous dévoilez aussi une autre part de vous, des engagements qui vous tiennent à cœur. En votre compagnie, Carole Bohan, présidente du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et Anne Burla, vous êtes membre du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Bienvenue à tous les trois. Alors, quand on regarde le panel d'invités que vous avez choisi ce matin, on se demande, est-ce qu'avant d'être écrivain, vous êtes d'abord quelqu'un de très engagé ? Avant d'être écrivain, je suis d'abord quelqu'un. Donc, moi, je suis engagé, je suis, disons, conscientisé. Je n'ai jamais été encarté et tout ça, mais oui, j'ai des sujets qui me portent, qui me mettent en colère aussi, plus souvent d'ailleurs, qui me rendent moins heureux. Enfin, quand on parle des réfugiés, des sans-papiers, quand on parlera de Vincenzo Vecchi ou de... Voilà, les sujets qui me portent me mettent plutôt en colère. Ouais. Alors, on va y revenir en détail dans quelques instants. D'abord, on va remonter le temps. On va arriver à vos débuts à Rennes. Vous aviez 20 ans, on était dans les années 90. Ah oui. C'était quoi cette époque pour ce jeune francilien qui arrivait Alors oui, je venais de la banlieue parisienne, d'une banlieue, c'était Marne-la-Vallée, où on construisait à l'époque, où on avait construit Euro Disney. Donc, c'était pas franchement un lieu... dont on se sent proche, dont on est attaché, auquel on est attaché. Moi, j'arrive à Rennes à cette époque, au début des années 90, où il y avait quand même une frénésie, quoi. Enfin, les transmusicales, évidemment, les rues de la soif, il y avait des concerts dans tous les bars. À l'époque, on pouvait faire des concerts dans les bars sans avoir 3 sorties obligatoires. Enfin, il n'y avait pas le Covid, quoi. On avait le droit de fumer, on pouvait picoler pour pas trop chaud. Ouais, c'était un beau moment pour commencer ses études. Alors, pas pour les études, oui, pour le parce coup, que vos années de droit vont en pâtir, je crois. Oui, c'est sûr, mais c'était vraiment une belle époque. Ouais. Et en même temps, c'est à cette époque-là, vous dites aussi que vous êtes longtemps cherché. Oui, j'étais inscrit en droit, mais je ne sais pas trop pourquoi maintenant, quand j'y réfléchis. Oui, je me suis cherché, j'ai fait plein de petits boulots. Avant, 10 ans plus tard, peut-être même un peu plus, de me dire, un jour, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Enfin, vraiment, avoir une réflexion, tard dans la nuit, comme ça. Et m'être dit, je me souviens, essaye d'être écrivain, quoi. Enfin, c'est ce qui te branche. Enfin, j'aimais lire et tout ça. Voilà, je me suis lancé dans cette aventure un peu bizarre, quoi. Enfin, d'abord, ça fait... mes parents étaient flippés d'imaginer leur gamin se lancer un peu dans la carrière d'écrivain, qui n'en est pas une et tout ça. Enfin, mais néanmoins, j'ai fait ça, ouais. Et il y a des engagements qui vont nourrir justement cette plume. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Vous, c'est une expérience en tant qu'objecteur de conscience qui va finalement peut-être vous ouvrir les yeux. Sur quoi, Frédéric Paulin ? Moi, je n'avais pas envie de porter l'uniforme. Et donc, j'ai fait... à l'époque, ils avaient développé quelque chose qui s'appelait le protocole... des quartiers en difficulté, là. Enfin, c'était l'armée, mais c'était entre l'objection de conscience et surtout pas d'uniforme, surtout pas de l'armée. Mais voilà, j'ai bossé au CLPS, qui était un centre de formation, route de l'Orient, à Rennes, et je suis devenu formateur dans des ateliers d'illettrisme. Et voilà, j'ai découvert des gens qui étaient sur le bord de la route, quoi. Enfin, des gens qui ne savaient pas lire un panneau dans la rue, qui ne savaient pas lire un menu dans un restaurant. Donc voilà, c'est un rapport au monde qui est incroyablement différent du mien. Moi qui lisais beaucoup, moi qui faisais des études et tout ça. Donc j'ai pris conscience de quelque chose, je pense, à ce moment-là, socialement, politiquement. Ça vous a vachement bouleversé ? Oui, ça m'a bouleversé. J'ai rencontré des gens attachants, des gens qui avaient des grosses difficultés pour vivre une vie qui me paraissait facile, normale, quoi. Et je pense que j'ai pris conscience de quelque chose. Alors j'avais 23 ans, et ça m'a sans doute changé ma vision du monde. Oui. J'aimerais faire réagir Carole Bohan et Anne Burla. Pareil, comme vous étiez jeune quand vous avez pris conscience de votre premier engagement aussi.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours aussi... j'ai fait des études de sociologie, donc une certaine... voilà... pour certains sujets, toujours notamment l'immigration. Voilà. Et puis, comme Frédéric, j'ai eu des événements aussi Qui vous ont marqué qui m'ont marqué dans ma vie étudiante. Voilà. Alors, moi, c'était pas... sur le même domaine, en tout cas. Oui, sur le même domaine, sur le jeune, mais j'ai un souvenir très, très prégnant, notamment des manifestations étudiantes et de la mort de Malik Oussekine, cette fameuse manifestation auquel j'avais participé, et qui ont contribué aussi à forger mes engagements. Et puis, un peu aussi comme Frédéric, ce qui m'anime, c'est aussi beaucoup la colère par rapport à tout ce qui nous entoure. Alors justement, on va retourner dans un CLPS, un centre de formation professionnelle pour adultes. Vous étiez engagé à Rennes. Nous, on vous fait découvrir ce matin l'antenne de Saint-Brieuc avec Evan. Eh oui, bonjour à toi, Fanté, bonjour à tous. Sur le plateau, je suis avec Catherine. Merci de nous accueillir ici au CLPS de Saint-Brieuc. Bonjour. Alors, on en parlait tout à l'heure, enfin Frédéric, on parlait tout à l'heure du CLPS. Qu'est-ce que vous proposez ici comme formation? Alors, le CLPS, c'est un organisme de formation breton, pur beurre salé, on adore. qui a 40 ans. Et nous sommes en fait mandatés par la région en majorité pour travailler sur la construction d'un projet professionnel pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en retour vers l'emploi. Et nous avons pour cela quatre pôles. Donc, un pôle qui est de l'ordre de l'orientation professionnelle. Donc, on travaille avec les personnes à ce qu'elles fassent des hypothèses de nouveaux métiers. Ça peut être un bilan de compétences, ça, par exemple? Tout à fait, ça peut être un bilan de compétences. Pôle emploi aussi nous mandate aussi ces prestations de suivi des demandeurs d'emploi. Donc là, on construit avec eux un projet, une hypothèse. Je vais être boulanger, j'essaye. Et ensuite, on évolue vers des formations. Voilà. Et ensuite, on évolue vers des formations qualifiantes. Donc, on a de la qualification où les gens sortent avec un diplôme, un titre professionnel, soit en restauration, en commerce, en aide à la personne, en industrie. Alors, vous parlez de commerce. D'ailleurs, ici, il y a carrément c'est une sorte de mini-boutique. Plateau technique, voilà, pour s'entraîner à mettre en avant des produits. Tout à fait. Donc ici, à Saint-Brieuc, il y a des titres professionnels d'employés de commerce en magasin, de vendeurs conseils. Et donc, les personnes essayent de faire de la mise en rayon, de la mise en avant, l'étiquetage, calculer les prix, faire des promotions. En tout cas, ils ont bien compris le système. Il y a 25% sur le babyphone. Voilà. Ça, c'est pour la natalité en France. Troisième axe des formations qui sont développées ici. Voilà, troisième axe, c'est la formation générale. Ce qu'on appelle la formation générale, c'est effectivement un pôle d'apprentissage de la langue française pour les étrangers, qui est fait par l'État. Nous sommes opérateurs depuis 40 ans sur ce volet-là. Et un autre pôle qu'on appelle le socle de connaissances et de compétences dans notre jargon. Donc on appelle aussi remise à niveau, qui est via le dispositif Prépa-Clé, donc financé par la région Bretagne. Et donc Prépa-Clé s'adresse à des personnes qui je dis toujours, c'est plutôt l'école qui a eu du mal avec eux, plutôt qu'eux qui ont eu du mal avec l'école, parce que c'est plutôt vraiment dans ce sens-là que ça s'est passé. En fait, qui ont décroché, qui ont une scolarité chaotique, qui ont quitté un emploi depuis longtemps, qui sont vraiment assez éloignés de cette reprise d'emploi. On va en reparler du dispositif Prépa-Clé, ça se passe à l'étage. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors on va juste vous montrer dans une salle. Il se passe une formation trop géniale, on était obligé de vous en parler et je vous laisse le faire, Catherine. Ouvrez la porte, il nous reste 30 secondes, c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Petit film, vous êtes en direct. Donc c'est la formation Métallotrope, formation, un projet magnifique qui dure depuis 4 ans avec l'association Le Cerf qui a eu la très bonne idée de construire des jouets optiques, le pré-cinéma, mais en grandeur nature, et un partenariat avec le CFA, bâtiment sur de l'atelier pour apprendre les premiers gestes professionnels de la métallurgie. Et ces jouets optiques, comme vous dites, se retrouvent dans Saint-Brieuc, en exposition dans quelques temps. L'objectif, c'est que ces jouets optiques soient dans les jardins publics de Saint-Brieuc pour favoriser l'attractivité du territoire. Bon, on va vous... Projet citoyen et culturel. Et oui, et on adore. Bon, on va continuer à découvrir le CLPS de Saint-Brieuc. Revenez nous voir tout à l'heure. On va parler du code de la route cette fois. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, Frédéric Paulin, on reprend l'histoire. Donc, vous sautez le grand pas, vous décidez de devenir écrivain. C'est une décision qu'on prend facilement. On se dit,
aujourd'hui, je veux devenir écrivain. Non. Mais d'ailleurs, on crève la dalle quelques années, quoi. Enfin, moi, j'ai pas gagné d'argent avec mes écrits pendant assez longtemps, donc j'ai enchaîné les petits boulots. Enfin, j'ai été prof, j'ai été journaliste, j'ai travaillé j'ai fait de l'animation. Enfin, ça a été assez compliqué. Ouais, c'est un vrai questionnement, hein. Écrire, ça m'était pas tant difficile que ça. Enfin, j'avais des idées, j'avais des envies, mais lorsqu'il fallait payer les factures à la fin du mois, c'était assez compliqué. Ça a été un truc. Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une compagne qui m'a soutenu. Je dois dire, même mes parents m'ont soutenu d'une certaine manière, même s'ils étaient inquiets. Mais ouais, c'est compliqué. Non, c'est être saltimbanque et écrivain. Et pourquoi le choix de l'histoire contemporaine comme matière ? Je sais pas, c'est ce qui me parle le plus. Disons que lorsque je travaille sur l'histoire récente, mon ambition, c'est de questionner aussi le moment présent. Vous voyez, c'est aussi des moments qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Écrire, c'est aussi d'une certaine manière, je sais pas, répondre à ce gamin de 20 ans, 25 ans, qui voyait des choses, qui ne savait pas quoi en faire. Quand je reviens de Gênes, pour le dernier bouquin, j'ai 27 ans, 28 ans. Qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Donc voilà, peut-être d'une certaine manière, c'est que 25 ans après, je peux les exprimer. Justement, ce sont des événements, vous le dites, qui vous ont un petit peu traumatisé. Alors, dans ce livre, vous faites quand même l'effort de créer plusieurs points de vue, parce que vous auriez pu écrire du point de vue dans lequel vous étiez, vous, en tant que militant altermondialiste. Pourquoi avoir fait le choix de plusieurs regards croisés ? Peut-être qu'à la manière devant un tribunal, il faut le maximum de témoins pour arriver à préciser les événements. J'imagine que là-dedans, dans mon roman, c'était cette volonté, quoi. Alors aussi de se placer du côté des militants altermondialistes et du Black Bloc, mais aussi des journalistes qui ont couvert l'événement et des politiques qui étaient au centre de la ville de Gênes, dans la zone rouge. Voilà, c'est de faire une radiographie de cette ville de Gênes pendant ces 5 jours à la fin de juillet 2001. Il rêvait de quoi, ce jeune Frédéric Paulin qui débarque à Gênes en 2001 pour ce sommet contre altermondialiste ? Alors, il rêvait, il y allait comme la plupart des 500 000 personnes qui y allaient, d'ailleurs. C'était une grande fête, altermondialiste. Il y a eu ce concert de Manu Chao, là, le mercredi soir, qui a réuni des dizaines de milliers de personnes. La première manifestation, c'était la manifestation de soutien aux réfugiés de tout pays, là. Il y avait des fanfares, il y avait des trompettes, tout le monde chantait. C'était une fête qui tournera au drame le lendemain avec la mort de Carlo Giuliani et avec les exactions de la police le surlendemain, le samedi, à l'école Diaz et à la caserne Bolzenato. Mais quand j'y vais, moi, c'est pour voir ce qui se passe et en croyant, peut-être naïvement, maintenant, 25 ans, avoir un poids sur les décisions des 8 chefs d'État les plus riches qui se réunissent dans la zone rouge à ce moment-là, quoi. Je suis avec un vieux pote de Rennes, d'ailleurs, Samuel Barthelin, là, qui était mon coloc à Rennes à l'époque, et on s'est retrouvés à Gênes à ce moment-là. Alors, il était lui aussi à ce contre-sommet du G8 à Gênes. Vincenzo Vecchi, activiste italien poursuivi depuis près de 20 ans par la justice italienne pour des faits de dégradation. Cela fait des années qu'il a refait sa vie en Bretagne. Anne Burla, vous faites partie du comité de soutien. Qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui en Italie, 20 ans après les faits ? Alors, quand il s'est fait arrêter, je crois que c'est le 19 août 2019, à Rochefort-en-Terre, ça faisait des années, effectivement, qu'il vivait paisiblement dans cette petite communauté de 700 habitants, qui faisait des travaux de peinture, qui faisait de la musique, qui fréquentait le lieu associatif du Café de la Pente. Donc ça a été une espèce de sidération. Et il a fallu d'abord effectivement comprendre ce qui lui arrivait. Pourquoi est-ce qu'il se faisait cueillir par la gendarmerie et immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Rennes. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen qui, comme le nom l'indique, permet à un pays de réclamer à un autre pays un ressortissant qui serait sous le coup d'une inculpation. Vous découvrez ça à ce moment-là ? On découvre complètement ça à ce moment-là. Toute l'histoire, en 2017. La plupart des gens le connaissaient comme ça. Il y avait peut-être des amis plus intimes qui connaissaient un petit peu son passé, mais en gros, c'était quelqu'un parmi nous. On ne connaissait pas du tout cette histoire. Et on ne savait pas qu'il avait fui l'Italie, justement, pour échapper à une peine de plus de 12 ans de prison. 12 ans de prison sur un chef d'inculpation qui s'appelle dévastation et pillage,
ou quelquefois on dit dévastation et saccage, ça dépend de la traduction, je ne vais pas me risquer à la formule italienne, et qui permet d'être inculpé sur simple présomption, pour le simple fait d'avoir participé, d'avoir été présent à un moment où se seraient déroulés des faits délictueux. Et ça, c'est une loi directement issue de l'ère mussolinienne et qui a persisté, qui a subsisté en Italie ou qui a été remise en activité et qui a permis 20 ans après d'aller chercher Vincenzo à Rochefort-en-Terre. Et justement, où en est la procédure judiciaire? Est-ce que les Italiens ont essayé de venir chercher, cueillir, comme on dit, Vincenzo? Non, justement, ils ont mis en action cette procédure de MAE, ce qui a obligé la France à juger Vincenzo, ce qui a été le cas. Alors, après avoir fait quand même 3 mois de prison, Vincenzo a une première fois été jugé par la Cour d'appel de Rennes en novembre 2019. Et bien sûr déjà défendu par ses avocats, puisque une des actions du comité, c'était tout de suite de réunir une défense et de monter le dossier le plus efficace en trouvant les arguments. Et cette Cour d'appel de Rennes réfute les arguments et le chef d'inculpation, il libère Vincenzo. Réjouissance, on va le chercher en cortège à la maison d'arrêt, fleurs, cotillons, etc. Sauf que c'est pas fini. Voilà, et ce n'est pas fini. Un délibéré est attendu une nouvelle fois, c'est ça? Le parquet se met en pourvoi en cassation. Ça dure de façon interminable. Il est à nouveau jugé presque 1 an après par la Cour d'appel d'Angers qui, à nouveau le relaxe, entre guillemets, de ses chefs d'inculpation et juge que les arguments du mandat d'arrêt européen n'ont pas lieu d'être, étant donné surtout que ce fameux délit n'existe pas dans le droit français. C'est une affaire que vous avez suivie à chaque rebondissement, Frédéric Paulin? Oui, ça fait quelques années que je la suis. Alors pour le coup, lorsque j'ai écrit mon livre sur Jeune, je me suis senti un peu plus légitime de contacter. Et pour le coup, c'est plutôt le comité qui m'a contacté suite à un article dans Le Monde qui est paru sur mon livre. Et donc voilà, mais je suivais cette histoire de loin, effectivement. Et qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette histoire? Elle symbolise le fait d'abord que moi, j'aurais pu être à la place de Vincenzo, ayant participé aux manifestations. Alors je suis ressortissant français. Ça change quand même un petit peu la chose. Sûr, mais sur place, j'aurais pu me faire choper par les carabiniers et me faire emmener à la caserne Bolzaneto aussi. Elle symbolise également que des années après, 20 ans après, un État n'oublie pas. Et c'est un vrai questionnement sur l'état de la démocratie dans nos pays, d'abord, qu'un État n'oublie pas. Un État peut venir chercher un jeune homme de l'époque, qui a maintenant mon âge à peu près aujourd'hui, mais qui n'a pas... Il n'y a aucune preuve. Le dossier d'accusation est vide de preuves. Les photos qui sont montrées ne le montrent pas en train de dévaster ou de saccager ou de se battre avec les flics. Il n'y a rien. On le voit au milieu, effectivement, parfois, au milieu des manifestants, comme les 500 000 personnes qui étaient là. Et donc, voilà, on lui fait payer quelque chose, j'imagine, qui est de l'ordre de... Il a critiqué l'État, il a combattu un moment l'État, et donc il faut qu'il paye. Et 20 ans après... on doit encore payer. C'est assez vertigineux quand même comme vengeance de la part d'une entité, politique, si on peut dire. Allez, on va marquer une pause. On part retrouver Evan direction Saint-Brieuc. Il nous fait découvrir ce matin le CLPS. Et oui, Anne Fanté, puisqu'en honneur du parcours d'ex-formateur de Frédéric au CLPS de Rennes, on est à Saint-Brieuc avec vous, Catherine, et on a eu envie de mettre en lumière une formation que vous dispensez ici, très complète. C'est la formation clé. Prépa clé. Prépa clé. Ah bah mince, j'ai raté. Je vous laisse nous l'expliquer. Effectivement, c'est le dispositif sur lequel était Frédéric il y a quelques années. Donc, Prépa clé, c'est la région Bretagne qui met en place un parcours pour les personnes qui ont besoin de se remettre en route et de se remettre en confiance sur ce qu'on appelle, nous, le socle de connaissances et de compétences. Mais ce sont les compétences clés, les compétences de base, le lire, écrire, le raisonner, calculer, la compétence numérique. Et d'ailleurs, la compétence numérique, on ira voir ça tout à l'heure. Voilà. Et aussi les compétences transversales à un poste de travail. Donc, c'est ces compétences-là qui sont travaillées. Et alors, surtout, vous l'appliquez à des situations très concrètes de la vie quotidienne, comme on voit juste ici, l'utilisation d'une voiture, par exemple. Voilà. C'est une façon d'apprendre
pour apprendre. Voilà. En fait, on travaille, des personnes viennent non pas en disant je ne sais pas lire, pas écrire, c'est pas le sujet, mais avec le projet de réussir leur code de la route. Et pour nous, c'est un contexte, c'est une situation particulière qui permet de travailler l'apprendre à apprendre, c'est-à-dire que les personnes prennent conscience de comment elles apprennent, comment elles mémorisent et qu'elles trouvent elles-mêmes leur système de mémorisation et de réussite pour capitaliser des connaissances dans n'importe quelle situation. Donc c'est 2 en 1 en fait, voire même 5 en 1. Oui, quoi. c'est plus 9 que en ça. 1, plus que ça. Bon, on va vous emmener justement dans une salle, on se retrouve tout à l'heure, Catherine, rencontrer Laetitia qui est formatrice et Laetitia qui se cache là-bas. Bonjour Laetitia. Alors expliquez-nous quel est le programme ce matin dans cette salle. Alors ce matin, tenez, avancez un peu pour qu'on vous voit bien. Alors, si on a plusieurs parcours en fait différents. Il y a des stagiaires qui sont là en vue de préparer une entrée en formation qualifiante, donc ils vont travailler plutôt sur les mathématiques, le français, tout ce qui va être communication écrite et orale. On a des stagiaires qui sont là également pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, En fait, c'est hyper personnalisé en fonction des besoins de chacun. C'est ça. C'est sur mesure. C'est sur mesure, donc il y a toujours ce petit temps individuel, mais on fait aussi des choses en collectif, des jeux de communication orale souvent. On essaye de les faire participer aussi régulièrement sur tous ces types d'activités-là, voilà, qui plaisent plutôt bien généralement à tous les stagiaires. Et peu importe le parcours sur lequel ils sont, en fait, il y a toujours des compétences qu'on travaille en fait transverses pour. On ira tout à l'heure rencontrer l'un de vos homologues, Enzo, qui lui forme plutôt les stagiaires au numérique. Merci beaucoup Laetitia, à très vite, bonne journée. Et on voulait terminer avec Catherine en parlant d'un partenariat que vous tissez avec des événements locaux et un qui risque de vous plaire, Frédéric. Voilà, effectivement, on a travaillé avec le festival Noir sur la ville de Lamballe et donc on avait fait venir Sébastien Gendron, qui est un auteur de polar, qui avait travaillé avec les gens du parcours 1 de Prépa Clé sur la scénarisation d'une nouvelle, donc l'écriture d'une nouvelle scénarisée. Et l'association Le Cercle de Saint-Brieuc, qui est une association d'éducation à l'image, avait réalisé avec les stagiaires un petit court-métrage polar à partir de cette nouvelle scénarisée. C'était un superbe travail et ça fait écho effectivement à l'appel de Frédéric. Voilà, on avait Pollin. envie de vous parler de cette belle initiative. Frédéric, on se retrouve tout à l'heure, cette fois-ci dans la salle qui forme au numérique. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. On va continuer à parler d'engagement. Vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin Carole Bohan du MRAP 35, association qui vient en aide aux exilés. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Carole Bohan ? Carole, elle incarne une figure, en tout cas locale, de cette lutte contre l'injustice, si on peut rester dans ces schémas un peu naïfs. Mais enfin bon, le fait est que lorsque l'on regarde les infos, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, tout le monde a entendu parler de cette embarcation qui a chaviré, 27 morts, et c'est terrible, mais ça se passe tous les jours, et en Méditerranée, dans la Manche, mais voilà, 27 morts, à la limite, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est un truc qui devrait nous empêcher de dormir, je ne sais pas, mais empêcher de dormir nos dirigeants, en tout cas politiques, nos élus politiques. Et c'est un truc, encore une fois, qui me met en colère. Que Carole soit là et que ses amis, les gens qui mènent le même combat soient là, c'est quelque chose qui apaise un peu ma colère, si on peut dire ainsi. À Rennes, vous êtes de toutes les luttes concernant les réfugiés, les exilés. C'est difficile de faire un état des lieux là, dans cette émission, en quelques minutes. Mais quelles sont vos actions au quotidien, Carole, depuis des années à Rennes ? C'est de permettre l'accès aux droits des personnes exilées déjà. Donc on a une permanence à Rennes depuis de nombreuses années. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était 2-3 heures par semaine. C'était en 2007, c'est ça ? Ouais, même un peu avant. Mais 2-3 heures par semaine. Et maintenant, c'est plus de 8 heures par jour. Donc moi, j'ai repris une activité professionnelle, mais toujours en droit des étrangers dans un cabinet d'avocats. Mais je suis en contact permanent avec les bénévoles du MRAP qui sont totalement épuisés puisque on essaye de compenser toutes les carences de l'État à tous les niveaux. Et on est de plus en plus sollicités pour aider les personnes dans toutes leurs démarches dès qu'ils arrivent en France, quoi.
Et puis évidemment, il y a toujours ce problème récurrent depuis aussi des années des problèmes d'hébergement aussi des personnes exilées, qui est aussi un sujet que j'ai un petit peu, pendant des années, j'ai participé à l'ouverture de squats sur Rennes pour mettre les gens à l'abri. Là maintenant, je me consacre plus justement à l'accès aux droits des personnes exilées. Et pour vous, vous diriez qu'aujourd'hui la situation s'est aggravée? De pire en pire. Qu'est-ce qui explique cela? Le pire est toujours devant nous. Le contexte, quoi. Là, en plus, en France, on est en période préélectorale, donc autant dire qu'une fois de plus, c'est un sujet qui est instrumentalisé. Et mais même au niveau européen, voire international, on voit bien que là, on est dans une période plus que difficile. Avec Frédéric l'évoquait, maintenant, il y a une déshumanisation totale des personnes exilées. Donc, on n'a qu'une obsession en tête, c'est de fermer nos frontières, de dresser des murs. C'est vrai que 24 000 morts en Méditerranée depuis 2014, dans l'indifférence quasiment totale. Là, maintenant, ça se rapproche un petit peu de chez nous, donc c'est sur nos côtes. Donc, mais ça ne déclenche pas non plus des manifestations, et quand on voit le cynisme en plus des hommes politiques qui ne mettent en cause évidemment les passeurs, même si c'est des trafiquants évidemment, mais est-ce qu'ils ont d'autres choix Et qu'est-ce qui vous fait tenir, au-delà du constat, parce que vous faites le constat que pour vous, les politiques ne font pas le job, mais qu'est-ce qui vous fait tenir, vous, après tant d'années d'engagement, un engagement qui se fait aussi dans l'ombre, qui demande beaucoup de soi. Mais heureusement, je ne suis pas toute seule aussi. Il y a beaucoup notamment dans le milieu rennais, c'est aussi une chance qu'il y a beaucoup d'associations. On travaille beaucoup en interorganisation. Mais moi, ce qui m'anime, ce qu'on disait tout de suite, c'est la colère, voire parfois la rage. Après Calais, franchement, c'était tellement prévisible que c'est insupportable. Il y a une solidarité à Rennes qui est particulière, Frédéric Paulin? Ouais, je crois que Rennes, au moins, est une ville qui a... Bretagne, la Bretagne, effectivement, général, la région. Mais pour ce que j'en connais, à Rennes, il y a plein d'associations. Il y a un tissu associatif qui est assez efficace. Et oui, on peut être assez fier de la Bretagne sur ce niveau-là. Alors, vos convictions, pour certaines, vous les avez faites tatouer. On ne va pas les voir parce que vous avez mis un grand pull aujourd'hui. Sur l'un de vos avant-bras, on va voir la photo, me dit-on à l'oreillette, est inscrit « Meat is murder ». La viande est un meurtre. Frédéric Paulin est aussi un défenseur du bien-être animal. Et donc, vous avez souhaité mettre à l'honneur ce matin une dernière association, L214. Nous rejoint en visio Sébastien Arsac. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, on vous connaît, L214, essentiellement pour les vidéochocs que vous tournez dans les abattoirs et élevages. Mais aujourd'hui, on avait envie de vous demander qu'est-ce qui fait que les citoyens, les citoyennes ont une prise de conscience sur cette question-là aujourd'hui, selon vous? Parce qu'on se rend compte que les animaux partagent avec nous un certain nombre de caractéristiques, et notamment la sensibilité, la capacité à ressentir le plaisir, la souffrance. Et c'était Milan Kundera qui dirait justement que la vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Et le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Et là, je trouve qu'on a une continuité dans les engagements de Frédéric. C'est la question de la justice et la reconnaissance en fait de la domination sur là ici sur la question des animaux, qui est assez catastrophique aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on tue plus d'animaux que le nombre d'humains qui ont vécu sur cette terre depuis le début de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, c'est cette injustice et l'envie de changer les choses qui nous anime. Ça a été quoi le déclic pour vous, Frédéric Paulin, pour aller vers ces questions-là et devenir au final végétarien? Ça a été une longue réflexion. Ça a été même un moment où je ne voulais pas voir, où je mangeais de la viande, mais il y avait quelque chose qui coinçait quasiment, qui me restait à travers de la gorge. Et puis oui, des lectures. Et à un moment, pour tout dire, ma mère a chopé un cancer colorectal. Et pour en avoir même discuté avec un oncologue qui m'a dit « Ouais, on peut imaginer que trop de viande rouge et tout ça. » Donc ce côté-là a fait basculer. Mais néanmoins, moi, c'est le bien-être animal qui m'importe en premier lieu.
Après, il y a aussi l'environnement et la santé, ma santé personnelle. Mais c'est la souffrance faite aux animaux. Et effectivement, on retrouve l'humanité dans la souffrance faite aux animaux, ou aux enfants, ou aux migrants. Et quand vous adhérez à une association telle que L214, c'est quoi l'objectif pour vous? C'est quoi le but? C'est qu'ils existent toujours, qu'ils soient là. Ouais. Donc, et moi, je verse une cotisation tous les mois. Lorsque je les vois apparaître sur Rennes en manifestation, j'y vais, mais j'ai pas un rôle très prédominant, je dois dire. Mais c'est évidemment que L214 existe et que ces films choquent en bien ou en mal les gens, c'est une grande avancée, je pense. Sébastien Sac, combien de personnes adhèrent à votre association? On doit être entre 40 et 50 000 personnes qui soutiennent l'assaut. Mais je crois qu'au-delà de ce soutien qui est déjà bien massif, on voit bien qu'on partage cette idée qu'on ne doit pas maltraiter, tuer les animaux sans nécessité. Et c'est sur la question des sans nécessité, c'est-à-dire qu'on est habitué culturellement à manger des produits animaux et grandement en France. Et que c'est ça qu'aujourd'hui on essaye de mettre en avant aussi, c'est qu'il n'y a pas de nécessité nutritionnelle à manger les animaux. Du coup, on continue à faire des choses qui entraînent énormément de souffrance. Et c'est ce que disait Frédéric aussi, c'est du coup cette question de la dissonance cognitive, c'est-à-dire entre les valeurs qui sont justement de ne pas faire souffrir et maltraiter les animaux, et puis nos pratiques. Et entre ça, on essaie de s'arranger un peu avec la réalité. Et c'est vrai que du coup, quand on montre des images des cochons dans des stalles, des poules en cage, des mutilations, des images d'abattoirs, ça vient heurter nos propres valeurs. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on se débatte aujourd'hui. Et c'est une remise en question qui n'est pas simple à faire, qui va prendre du temps, mais on voit que ça commence à marquer. Alors ce thème vous a inspiré un livre, La peste soit des mangeurs de viande. Je pense que c'est une bonne idée lecture pour vous, Sébastien Arsac, si vous ne l'avez pas lu. Merci en tout cas d'avoir été avec nous depuis Paris. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Brieuc où nous attend Evan. Alors, si vous êtes devant vos écrans de télé ce matin et que vous avez un peu de mal avec tout ce qui est informatique, eh ben, regardez bien ce qui va suivre parce que vous pourriez avoir envie de prendre une formation ici au CLPS, puisque ça fait partie des compétences que vous transmettez via cette formation Prépa-Clé. C'est ça, Catherine? Voilà, donc dans le dispositif Prépa-Clé, il y a le parcours 5, qui est un parcours sur la compétence numérique et qui travaille vraiment avec les personnes qui n'ont pas un usage fluide en fait, du numérique, qui peuvent même mettre en difficulté par rapport à un transfert de ce que je fais sur mon téléphone, sur un ordinateur, parce qu'à un moment donné, je vais quand même avoir besoin d'envoyer des pièces jointes dans un mail, des choses comme ça. Et donc, c'est prévu de travailler 100 heures, un parcours de 100 heures, individualisé également, avec l'objectif étant de savoir envoyer un mail avec une pièce jointe. Voilà, on va dire que c'est le niveau maxi, et de pouvoir faire une recherche complète sur Internet et d'être aussi prévenu sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ah oui, ça c'est bien, c'est important. Ouais. Alors justement, on va parler très concrètement, on va rentrer dans la salle et on se retrouve tout à l'heure, Catherine, puisque il y a plusieurs personnes en formation. Bonjour à toutes et tous. Alors Enzo, toi tu es formateur, c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors l'objectif du jour, c'est de calculer un itinéraire à partir d'une situation problème qui a été donnée au préalable. Par exemple, situation de problème, me rendre au supermarché que je ne connais pas? C'est ça, à partir d'un point de départ. Bon alors, vous, Chantal, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici au CLPS? Parce que je perdais en informatique, parce que je n'ai plus d'emploi, donc... vous pratiquez moins au quotidien, voilà, en fait. Tout à fait. Et c'est devenu handicapant dans votre vie? Tout à dans fait, votre vie? parce que les impôts, la sécurité sociale, le Covid, en plus, il faut maintenant s'inscrire sur Internet pour avoir une vaccination, c'est très compliqué. Donc maintenant, je suis très... Maintenant, vous allez pouvoir rouler avec votre GPS. Et là, vous allez où alors? Là, c'est l'itinéraire de l'avenue Loucheur jusqu'à Pôle emploi Saint-Brieuc-Ouest. Bon, on va vous laisser travailler sous le regard d'Enzo. Je voulais aussi en profiter. Françoise, vous, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici? Déjà pour vous perfectionner, c'est un grand mot, mais pour connaître déjà les bases. Est-ce que vous n'aviez pas les bases forcément, même envoyer un petit peu, mais pas...
Bon, bah, c'est pareil. Alors, vous allez au même endroit. Bon, bah, très bien. Bah, alors, vous vous y retrouverez. Merci beaucoup. Alors, pour conclure avec Catherine, je voulais... Catherine, bonjour. Ah, bah, ça papote dans les couloirs. Vous êtes en direct sur France 3. Bien, enchanté. C'est la coordo de Prépa-Clé de Saint-Brieuc. Ah, d'accord. Bah, enchanté. Restez avec nous, alors. Oui, alors. Pour conclure, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier? On sent que vous êtes passionné. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est un métier qui a beaucoup de sens. Hein. C'est les personnes qui développent leurs compétences et on voit bien que ça donne toujours des coups de pouce dans la vie. Elles viennent à un moment où elles font une démarche, elles ont besoin, c'est très courageux. Et on est effectivement très à l'écoute de ça. C'est le CLPS, c'est le développement des compétences des publics fragilisés. Et effectivement, voilà, ce qui donne sens, c'est ces personnes-là. Et Marlène. Vous êtes d'accord? Exactement, la plus belle des récompenses, c'est quand les personnes nous rappellent pour dire qu'elles ont trouvé un emploi ou une formation. Et ben voilà, c'était pas prévu d'avoir Marlène avec nous, mais vous aurez le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux et à toute l'équipe pour cette belle découverte. Et merci à vous Frédéric d'avoir choisi de mettre en avant le CLPS. Très bonne journée à tous. Merci Frédéric. Merci beaucoup Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Ça vous fait quoi de revoir ce dispositif? Ça vous replonge dans vos années rennaises au CLPS? Oui, d'une certaine manière. Ouais. Mais j'avais plus de contact avec eux depuis 20-25 ans, donc c'est chouette. Et l'œuvre se poursuit? L'œuvre se poursuit pour eux, la en leur, tout cas. Oui, tout à fait. Oui, je vois ça, je suis content. On se demandait, quand on écrit des romans sombres, comme vous le faites, des romans noirs, comment on se vide la tête, Frédéric Paulin, dans la vie de tous les jours? D'abord, on a des enfants, on a une compagne, on a des amis, on vit normalement. Enfin, j'imagine que... Voilà, nos invités ce matin ont la même problématique. Enfin, c'est jamais tellement heureux. Moi, mon travail, l'engagement aussi de Carole, de Anne. Néanmoins, la vie continue, quoi. J'ai pas la réputation d'être un triste cire ou un dépressif, plus que tout un chacun. Donc voilà. Non. Il y a des lieux que vous affectionnez particulièrement en Bretagne? Oui, alors j'aime bien la Bretagne. Pour le coup, moi j'ai vécu 20 ans à Paris et je sais ce que c'est de fréquenter le périphérique à 18h le soir ou les transports en commun à Paris. Donc oui, j'adore la Bretagne. Et puis plus encore, moi je suis très Côte d'Armor, Paimpol et tout. Ma compagne est originaire de Paimpol, donc c'est des coins qu'on fréquente pas mal. J'aime bien la côte, j'aime bien l'intérieur aussi. Enfin, j'aime bien la Bretagne. Bon. Et vous diriez qu'il y a un vrai esprit breton tel qu'on le dit ici? Oui, il y a un vrai esprit breton. Et d'ailleurs, à l'étranger, j'allais dire, dans les autres régions françaises, on reconnaît... vous êtes très chauvin maintenant, vous êtes devenu plus breton que breton. Pour l'instant, mais le fait est que oui, d'abord, il y a une langue qui est néanmoins un peu parlée, qui existe, une culture qui existe, qui est assez forte. Et puis, il y a un esprit breton, il y a un esprit de solidarité dont on parlait, je le crois vraiment. Il y a un esprit aussi de la fête. Il y a quelque chose de très breton et qui est on peut en être fier. Alors, il paraît que l'un de vos passe-temps, c'est le jardinage. C'est une aventure toujours épique chaque année pour vous. Non, mais c'est ça le problème, c'est que j'essaye depuis des années de jardiner et de faire pousser un petit potager qui... J'ai pas la main verte, j'y arrive pas. Et pourtant, je travaille, Voilà, j'essaie. John Le Carré il y avait un nom d'un de ses romans qui parlait de la constance du jardinier. Voilà. J'essaye, j'y arrive pas. C'est des conseils à lui donner, donc mesdames. C'est pas ma plus grande passion non plus, je dois dire. Et quand on se fait tatouer sur un autre avant-bras, Future is unwritten, l'avenir n'est pas écrit. Quel sens ça a pour vous cette profession de foi? Voilà, j'écris du roman noir, certes, mais je crois qu'il y a des moyens de faire bouger les choses, quoi. Et que effectivement, le futur n'est pas écrit. Alors, le futur n'est pas écrit, le passé n'est pas toujours bien écrit aussi, ce qui pose problème pour le présent et le futur. Donc voilà, ça parle aussi de mon engagement en tant qu'écrivain et tout ça. Et ça parle aussi d'un espoir qui m'habite. Ouais. Vous écrivez pour que le lecteur se questionne, puisque vous estimez qu'on oublie trop souvent Oui, tout à fait. Quand on parle de Gênes, par exemple, très peu de gens se souviennent de ce qui s'est passé à Gênes. Très peu de gens se souviennent que dans les années 90, c'était le sujet de ma dernière trilogie, il y a eu une guerre civile en Algérie qui a fait 200 000 morts. Oui, on a la mémoire courte. Les peuples... occidentaux, européens ont la mémoire courte, effectivement. Donc, écrire, c'est faire, d'une certaine manière, œuvre de mémoire, à mon niveau. Merci beaucoup, Frédéric Paulin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, votre dernier roman, La nuit tombée sur nos âmes, est paru aux éditions Agulot. Merci beaucoup, Carole Bohan et Anne Burla, de nous avoir accompagnés ce matin. Vous vous souvenez peut-être de la tradition
de fin d'émission, de cette émission? Une photo, un truc Oui, comme c'est ça, c'est bien ça. C'est l'heure ouais. de la photo souvenir. Vous intégrez officiellement La Famille, vous êtes formidable sur France 3. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3. Belle journée. Ah, vous vous en souvenez bien. Never seen anybody do the things you do before.